Tu es un récidiviste. L'année dernière, mes gardes t'ont surpris en train de relever des gluaux sur la colline de la Rouret. Heureusement pour toi, ce terrain appartenait à M. Giraud, ici présent, maire de ce village. Sa coupable faiblesse t'a sauvé des galères. Monsieur le comte, charbonnier est maître chez lui. Cette fois-ci, le cas est flagrant. Le pigeon m'appartient et il y a des témoins. Moi, j'ai rien vu. Seigneur de ce village, j'ai hérité de mes ancêtres du droit de basse justice. C'est une prérogative assez ingrate. Mais je considère qu'il est de mon devoir de l'exercer sans défaillance. Nous sommes avant toute chose au service de Sa Majesté. Mon bon ami, ton cas dépasse ma compétence. Et je m'en vais te déférer à la justice du bailliage. Alors, monsieur le comte. Vous le connaissez, les juges du bailliage. Ils n'ont pas plus de cœur que le rocher de la montagne, pas plus d'intelligence qu'un vieux chaudron. Avec eux, c'est les galères. Eh bien, les galères pour un pigeon. Vous trouvez ça juste, vous? Le pigeon n'est pour rien dans l'histoire. Il est le symbole de l'ordre que je suis chargé de défendre. Alors, pour un symbole, je le trouve un peu maigre. Une fois déplumé, il ne doit pas peser l'eau, hein? Oui, laissez les paysans tuer nos pigeons et bientôt ils brûleront nos châteaux. Ah oui, vous avouez donc que ce sont vos biens et vos titres féodaux que vous défendez, et non pas tant les lois de Sa Majesté. Je défends les deux. Détruisez-les, ces droits féodaux après lesquels vous en avez tant. Ils sont l'effet de cette hiérarchie sociale basée sur le respect des forces naturelles et divines. Et donc vous êtes tout de même un bénéficiaire. Un bien petit bénéficiaire. Oh, mais je la connais, la chanson. Allez, elle consiste à vouloir me faire croire que si vos privilèges disparaissent, mon petit bien les suivra. Hein? Et que si je veux conserver ma modeste aisance, je dois me faire le défenseur des abus dont vous vivez. Enfin bref, que nos deux causes, celle du grand seigneur possédant la moitié de la contrée et celle de Paul Giraud, ancien premier maître sur les vaisseaux de Sa Majesté, sont solidaires. Tenez, j'aimerais mieux perdre tous mes biens et Gérard Noiriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien du monde ouvrier, de l'immigration et de la question nationale, et vous venez de publier chez Agone une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. Et alors, puisque vous dites un mot de votre histoire personnelle dans l'introduction, que vous expliquez que votre intérêt pour les classes populaires vient en partie de votre propre statut de miraculé social, pour reprendre les termes de Bourdieu, je me permets de vous en demander un peu plus, ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur votre trajectoire et sur les dessous de ce miracle social. Oui, c'est vrai que c'est une chose dont je ne parle pas forcément volontiers, mais en même temps par honnêteté pour le public, parce que je dis tout historien a un point de vue sur l'histoire, on ne peut pas parler de tout, et donc moi mon intérêt pour les classes populaires, il vient parce que j'ai vécu effectivement au moins une enfance populaire, et dans ma famille d'ailleurs, mes frères sont ou étaient décédés, mais ouvriers, donc ça m'a, voilà, j'explique un petit peu quelles sont après les déterminations que ça implique, quoi, par le fait là, mais donc moi, oui, je fais partie aussi en même temps peut-être de la génération heureuse qui a connu quand même des possibilités de promotion sociale, parce que pour nous, je dirais que les enfants des classes populaires, moi je suis né en 1950, donc à la fin du CM2, on m'a orienté vers une filière courte. Hein. J'étais un bon élève, disons, mais les enfants des classes populaires, ils ne pouvaient pas faire des études longues. Donc c'était encore vraiment la séparation, il n'y avait pas le collège unique. Donc moi, on m'a orienté vers ce qu'on appelait un collège d'enseignement général, où on s'arrêtait en troisième. Et la seule possibilité pour continuer, c'est de passer le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur.
Alors moi, je l'ai passé dans les Vosges. Donc voilà, j'ai été voilà, et donc je trouvais que c'était quand même si mes rapports étaient un peu difficiles avec l'internat, mais malgré tout, ça a été comme ça que j'ai pu continuer. Alors qu'aujourd'hui, il faut faire un master pour être professeur des écoles. Ouais. Donc évidemment, il y a des portes qui se sont fermées là. Donc, et ensuite, bon, j'étais en terminale en 68 et donc j'ai démissionné de cette école pour pouvoir continuer parce que la contrepartie, c'était que l'institution voulait nous garder absolument. Donc moi, il ne voulait pas que je continue mes études. Donc j'ai été voilà, pris dans une... Je raconte ça dans une postface de mon livre qui s'appelle Penser avec, penser contre. Hein, voilà. Et donc voilà, ça a été quand même un long combat constant où j'ai franchi voilà, les étapes après, où je me suis passionné pour l'histoire grâce à un de mes profs, puis grâce à l'engagement politique aussi. Mai 68, vous étiez où? Mai 68, c'est ce que je raconte justement dans notre conférence gesticulée, puisque je suis président d'une association qui s'appelle DAJA, qui fait aussi des conférences gesticulées, où je raconte mon mai 68, et ça s'intitule « On a raison de se révolter ». Parce que moi, c'est parce que je me suis... Mais la révolte, ça peut être massif, très divers. Hein. Moi, c'était pas politisé encore, hein, mais c'était une résistance qui était celle un peu de la jeunesse de l'époque. Et donc, moi, j'étais interne donc, dans cette institution, cette école normale d'instituteurs. Et comme c'était à 150 km de chez mes parents et que les cheminots étaient encore en grève, ben, je suis resté cloîtré dans cette institution, l'oreille collée à mon transistor. Et c'est grâce à Europe 1 que j'ai découvert la politique. Et je me passionnais pour Cohn-Bendit. Alors c'est très intéressant parce qu'après j'ai connu un peu Cohn-Bendit, on s'est retrouvés, etc. Bon, très ponctuellement, mais ça me faisait, voilà, ce que pour moi c'était un nom magique, quoi. Bien que j'étais pas du même milieu social du tout que lui. Mais il y avait quelque chose dans la jeunesse qui nous unissait quand même. C'était, voilà, on avait ras-le-bol de cette vision de nos parents, etc. Donc ça a été vraiment déterminant pour moi. Puis dans ma famille, disons, j'avais un grand-père ouvrier, enfin c'était par ma mère, disons, le monde des ouvriers paysans des Vosges et tout. Je trouvais ça fascinant. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis orienté après vers une histoire des ouvriers. Et j'ai découvert la question de l'immigration quand j'ai été en poste, prof à Longwy, en Lorraine, au moment des grandes grèves ouvrières de 79-80. J'ai été fasciné par ces grèves des sidérurgistes et la vieille classe ouvrière qui a disparu aujourd'hui. C'était le chant du cygne d'une classe ouvrière. Donc voilà, j'ai voulu aussi, j'ai fait ma thèse sur ces ouvriers-là, qui étaient à la fois issus de l'immigration, qui étaient des gens très ancrés dans le monde du travail, où il y avait voilà, une culture de classe très forte. Et ça a été déterminant dans mon orientation, y compris au niveau civique. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des associations d'éducation populaire. Et j'ai continué après, jusqu'à maintenant d'ailleurs, dans cette voie-là. D'accord. Alors quand on voit le titre de votre livre, forcément on pense tout de suite à Howard Zinn et à son histoire populaire américaine. Mais dans l'introduction, vous dites bien que c'est pas tout à fait la même démarche et surtout, c'est pas le même contexte. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que ça Oui, c'est vrai. changé? Alors, il est vrai que dans la genèse de ce projet, je connaissais les gens d'Agone, hein, Oui. cet éditeur, et quand ils ont publié l'édition française de l'histoire populaire des États-Unis, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire la même chose? Alors, j'ai dit OK, enfin évidemment, c'était enthousiasmant. Et puis, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que j'avais cru au départ. Et puis après, j'ai été pris parce qu'il y a eu je me suis lancé dans j'ai dit l'aventure de chocolat, c'est-à-dire donc là, j'ai été pris dans toute autre chose. J'ai mis un peu entre parenthèses le projet, je l'ai repris plus récemment. Ouais. Mais en gros, là, il m'a fallu 10 ans pour aboutir à ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Howard Zinn, lui, il a écrit son bouquin, il a été publié en 1980 aux États-Unis, mais il l'a écrit dans les années 70. Et c'était une époque, je dirais peut-être la plus heureuse pour nous autres qui croyons encore à un avenir meilleur, hein, parce qu'il y avait la convergence des luttes. Moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiant, j'étais militant à l'UNEF, après à l'UEC, etc., mais il y avait une convergence, je vais dire, entre le mouvement ouvrier, le féminisme, les luttes contre le racisme, etc., la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Il n'y avait pas de clivage, d'affrontement, on allait tous dans le même sens. Et c'est après, seulement à partir des années 80, que les choses, voilà, il y a eu toute des stratégies de division des gens, etc. Et donc, je me suis dit, bah oui, on ne peut plus faire Zinn aujourd'hui. Et puis en plus, grâce à Zinn, grâce aux historiennes et aux historiens qui avaient travaillé sur les exclus de l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne pourrais pas les raconter aux gens, je vais vous raconter une histoire sur des gens dont on n'a jamais parlé. Ça existe encore, peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le même contexte. Donc, moi, j'ai plutôt voulu faire une histoire de la domination plutôt qu'une histoire des dominés. Et ma définition du populaire, ce n'est pas une définition, je dirais, des classes populaires. Je ne parle pas que des classes populaires dans ce livre. Je parle aussi des élites.
je parle aussi des dominants, des bourgeois, des nobles, etc. Parce que si on réfléchit, même les classes populaires, leur définition d'elles-mêmes est marquée aussi par le regard que portent sur elles les dominants. C'est ça que m'a appris la sociologie. Bourdieu ou Foucault, par exemple, aussi, sur les questions d'assujettissement, etc. Donc j'ai intégré tout ça dans ma démarche. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire socio-historique. Et c'est une histoire du peuple français ? Oui, moi Pas dans le sens des classes populaires, mais dans le sens du peuple. Du peuple, alors, au sens global, sens, oui. Ouais. Au sens du qu'est-ce qui différencie une population et un peuple? C'est une question que je me suis posée pour savoir quand commencer. Eh bien, une population, c'est des individus qui sont les uns à côté des autres sur un territoire. Un peuple, c'est des individus qui sont liés entre eux. Et j'ai cherché le lien. Et ce que j'ai trouvé, c'est l'État. C'est quand même quand l'État se construit, à l'époque donc de Jeanne d'Arc, au XVe siècle, l'État royal, qu'il y a un lien, et ce lien, c'est l'impôt, beaucoup, parce qu'un État existe grâce à l'impôt. Et donc, ce n'est pas un hasard, si les premières grandes luttes populaires, c'est des luttes contre l'impôt. Donc, il y avait une cohérence, vous voyez, dans mon propos, et j'ai suivi ce fil conducteur-là. Ah oui, ça, on va y revenir, parce que c'est très intéressant, là, ce moment de constitution du peuple à travers l'impôt. J'avais encore une ou deux questions sur votre démarche, que je trouvais intéressante, que vous exposez bien dans l'introduction, où vous insistez beaucoup sur le fait que vous faites un travail scientifique d'historien, que vous distinguez d'un travail de mémoire. Oui. Et est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler la différence entre les deux et à quoi sert l'histoire par rapport à ce que ferait un travail de mémoire? Voilà, alors je dirais un des enjeux civiques du livre, je le dis aussi dans l'introduction, c'est que chaque lecteur puisse se rendre étranger à lui-même. On dit souvent que c'est une des fonctions civiques de la littérature, mais moi je crois que ça peut être aussi de l'histoire. C'est-à-dire que moi-même, j'ai aussi fait cette démarche par rapport à mon statut d'universitaire, enfin justement dans les engagements que j'ai pu avoir, mais même par rapport à mon passé de jeune issu des classes populaires, parce que j'ai trop vu de gens qui se mettent, une fois que vous avez franchi les obstacles, si vous êtes issu de l'immigration, issu des classes populaires, ça devient un plus, vous comprenez, vous dites, ah bah oui, mais moi, je peux parler parce que j'en viens. Non, moi, je trouve que ça peut être très dangereux, ça. Donc, j'ai pris aussi une distance par rapport à cela. C'est pour ça que ce n'est pas une apologie des classes populaires, mon livre. Oui. Je montre aussi les formes de domination interne aux classes populaires. Oui, il pourrait y avoir un risque d'idéalisation. Oui, c'est ça. Petit peuple, descente, etc. Et c'est souvent la mémoire fait ça. Oui. Les porteurs de mémoire, ils ont un groupe dont ils sont issus très souvent et ils se positionnent en porte-parole. Voilà. Alors que l'historien, d'abord, il ne prononce pas de jugement, à mon avis. Ce n'est pas un expert. C'est pas celui qui va vous dire, ben voilà comment il faut réussir les révolutions, parce qu'on a vu dans le passé ce que ça donnait quand les intellectuels se permettaient de dire ça. Donc moi, simplement, la seule légitimité que j'ai à écrire un bouquin ou à parler dans l'espace public, c'est mon travail. Là, je dis, c'est 40 ans de travail, donc de même que tous les métiers méritent d'être respectés, le nôtre aussi. Donc c'est des connaissances que j'ai essayé de transmettre aussi d'une manière, dans un style qui est celui du récit, pour que ce soit accessible à des gens qui ne sont pas forcément historiens, mais voilà, qui est centré sur la compréhension des époques, les mécanismes de résistance, de domination, mais pas dans l'ordre du jugement. C'est ça qui, à mon sens, différencie l'historien du porteur de mémoire. Mais quand on est historien de gauche engagé, comme vous l'êtes, on rentre forcément dans des enjeux où il faut... Je prends un exemple au hasard. Par exemple, on peut vouloir réhabiliter Robespierre. Oui. Contre la lecture qu'aurait fait Furet, qui réduirait la Révolution française à la terreur et voilà, au totalitarisme. Donc on rentre dans des concurrences comme ça avec d'autres historiens sur... alors c'est peut-être pas la mémoire, ça, pour le coup. Mais c'est quand même une question de s'engager pour une version ou un jugement. Enfin, je sais pas. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus refaire le coup de l'objectivité avec un grand O. Non, l'objectivité, c'est quand même un horizon qu'on doit garder. Mais il est bien certain que selon justement votre histoire, c'est pour ça que j'évoque aussi un peu la mienne, vous n'aurez pas le même regard sur le passé. Il y a donc forcément aussi des points de vue différents sur l'histoire. C'est pour ça que j'avais dit dans un précédent livre que pour enrichir l'histoire, il faut diversifier le recrutement des historiens. On voit bien que quand on a commencé à parler des femmes ou du genre, c'est quand il y a eu des femmes qui ont été recrutées à l'université. Pour les classes populaires, c'est pareil. Pour la colonisation, c'est pareil. Enfin, c'est forcément aussi lié à votre propre histoire personnelle.
Ça, c'est évident. Mais ça n'empêche qu'on peut malgré tout maintenir une distance, même si on a un point de vue. Évidemment, je travaille sur les classes populaires, c'est parce que je suis plutôt de ce côté-là. Mais ce n'est pas pour ça que on doit sombrer dans les logiques mémorielles. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un point de vue qu'on peut considérer comme partisan ou différent d'un autre, mais maintenir le cap sur la compréhension et l'explication. Ça, c'est fondamental. Parce que ça nous amène à une certaine lucidité sur des choses qu'on ne voit pas quand on est porteur de mémoire. Vous ne pouvez pas, parce que c'est sacré. La cause est sacrée. Aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup... Je prends la question du racisme que j'évoque dans le livre, ou de l'histoire postcoloniale, etc. Bon, ben, il y a toute une série de biais parce qu'on n'a pas le droit de s'interroger, parce qu'on va être considéré comme étant complice, comme justifiant telle ou telle cause. Non, l'historien, il doit adopter une certaine distance par rapport au champ mémoriel pour pouvoir faire des analyses qui soient, à mon avis, plus riches et complexes que celles des porteurs de mémoire. Oui, d'accord. Donc on va revenir à cette question de l'étatisation, parce que c'est une de vos grandes questions qui traversent tous vos travaux, et encore là ce livre, de la construction de l'État, de la nation, la nationalité, la citoyenneté. Je trouve ça très intéressant dans votre livre comment on passe d'un concept à l'autre comme ça, et on voit que c'est pas du tout la même chose. Et donc vous parliez justement de l'impôt. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment qui, en fait, est fondateur du peuple français? Voilà, je pense que donc la construction et l'installation, parce qu'on peut dire qu'il y avait déjà des Philippe Auguste, un embryon d'État, etc., mais c'est vraiment la consolidation de l'État royal, elle se fait à l'issue de la guerre de 100 ans. C'est aussi pour ça que j'ai pris Jeanne d'Arc un petit peu, voilà, parce que Jeanne d'Arc, elle peut incarner le peuple, oui, je pense que c'est pas illégitime de prendre ça comme symbole, parce que c'est l'époque justement, et Jeanne d'Arc y a contribué quelque part, où l'État royal s'impose. Et qu'est-ce qu'un État, hein, si on reprend la définition de Max Weber, c'est le monopole de la violence physique, c'est-à-dire avoir une armée, et pour payer cette armée, il faut l'impôt. Donc le registre s'articule autour de ces deux notions. Et les classes populaires, évidemment, ou le peuple tout entier, parce que même si les nobles ne payent pas d'impôts, ils sont impliqués dans la logique de l'impôt royal. Et donc on a bien là un lien qui va réunir l'ensemble des gens qui sont, on appelle à l'époque, sujets du roi. C'est un peuple, le peuple français, sujet du roi, qui va se battre et après qui va devenir citoyen de l'État républicain. Et voilà, donc je retrace après toutes les étapes, et je pense que la question de l'impôt qui traverse encore, parce que c'est dans la perspective de la socio-histoire, le passé doit nous permettre de mieux comprendre le présent. Donc il y a une dialectique, on y reviendra sûrement tout à l'heure, entre le passé et le présent, mais j'ai aussi privilégié dans ce livre des thématiques qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de changer ou des formes de lutte actuelles. Et la question de l'État, vous le savez, elle est au cœur de la politique de notre nouveau président de la République. Et ce conflit entre l'État social, l'État protecteur et les thèses libérales, capitalistes, et on le voit, je le montre dans le livre, il traverse toute l'histoire aussi. Donc la question de l'impôt, elle est effectivement très importante, et elle traverse les siècles. Donc c'est pour ça que je l'ai prise comme fil conducteur. Oui, c'est ça. En fait, à la fois, c'est ça qui va lier d'abord tous les sujets, mais c'est aussi ce qui va lier tous les opposants à cet impôt. C'est la résistance à l'impôt aussi qui crée une le sorte peuple de solidarité, alors sous des formes au départ qui sont extrêmement violentes. Hein. C'est-à-dire que le problème par exemple, si je prends les grandes luttes paysannes du début du XVIIe siècle, c'est vraiment majeur, hein, et où ça implique des centaines de milliers de paysans, les jacqueries, comme on appelle, etc. Eh bien, elles sont motivées presque toujours par des nouvelles taxes. Mais là, il faut bien dire que les paysans, s'ils se révoltent, c'est que ces taxes-là, elles les plongent dans la misère, voire la mort. Hein, c'est la survie qui est en jeu. Donc il y a mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des alliances qui peuvent se tisser entre cette paysannerie et puis des fractions de gens qui sont un petit peu, des curés par exemple, l'Église qui joue un grand rôle dans cette période-là. Je montre comment le protestantisme, on peut l'articuler aussi à ces résistances populaires, mais aussi des petits rabbins, des gens qui ont fait quelques études, des officiers même de l'État royal, etc., qui peuvent ponctuellement s'allier aux paysans, mais à chaque fois que la colère populaire vraiment devient très très importante, ils prennent peur.
Et c'est cette logique qu'on retrouve, je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle, même jusqu'à la Révolution française, où quand il y a des luttes internes aux élites, eh bien, les fractions en lutte essayent de mobiliser le peuple à leur profit. Mais quand le peuple est vraiment mobilisé, le peuple ne fait pas de quartier, si on peut dire, hein, entre les dominants. Il ne fait pas de nuance. Et donc là, à ce moment, la violence populaire est telle et les revendications égalitaires sont tellement fortes qu'il y a une solidarité qui se crée de l'autre côté. C'est-à-dire les différentes fractions des classes dominantes mettent de côté leurs divergences, se retrouvent et hop, c'est la répression. C'est quand le dernier épisode qui illustre ce Bah, mécanisme? le dernier épisode, je dirais, enfin, alors il y a la logique d'Ancien Régime qui, on la voit se reproduire, je dirais, jusqu'à la Révolution française, mais la Révolution française, c'est aussi ça, c'est aussi ce qui se produit, avec la terreur thermidorienne, la mort de Robespierre, etc. C'est une revanche donc de la bourgeoisie contre une révolution qui avait finalement été au-delà de ce qu'il prévoyait au départ. Mais on pourrait dire ça de la révolution de 1848 aussi, donc voire même de la Commune, même si c'était plus circonstancié. Donc il y a un côté, oui, récurrent. Simplement, ce qui change au cours du temps, c'est que quand même il y a une pacification des relations sociales et les formes de violence physique, j'entends, s'atténuent au cours du temps. Parce que quand on revoit, moi je n'étais pas un spécialiste de ces périodes anciennes, mais quand même, l'incroyable hécatombe de l'époque de Louis XIV ou de Louis XIII, etc., où là, le peuple n'est pas considéré comme c'est une race, c'est-à-dire le mot race est utilisé à ce moment-là pour le décrire comme étant d'une autre, c'est une sous-humanité, le peuple, à l'époque. Hein. Donc, quand est-ce que ça apparaît, ce mot le mot race, race, pour les décrire? Pour les décrire, ben, il apparaît dès le XVIIe siècle, Ah XVIIIe siècle, oui. D'ailleurs, c'est toute la thèse de Boulainvilliers qui justifie les privilèges de la noblesse en disant que les nobles sont issus de la race franque, la race des vainqueurs. Donc, le vocabulaire racial, il a une origine évidemment coloniale d'un certain côté, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi une dimension sociale en France, qui va perdurer jusqu'au XIXe siècle. Hein. C'est seulement à la fin du XIXe siècle, à l'époque où les paysans, les ouvriers sont intégrés dans l'État républicain, le mot race, là, du coup, il sort de l'Hexagone. Mais jusque-là, c'était aussi une dimension des luttes sociales. Ce qu'on oublie parfois aujourd'hui dans l'histoire postcoloniale. Oui. Ouais. Donc, le peuple est constitué par l'État, mais comment est-ce qu'il se forge son identité collective? Par quoi ça passe, ça? Alors, il faut bien voir, quand on parle de l'État, hein, que ce n'est pas simplement le gouvernement. Hein. Ouais. C'est ce que je montre, c'est le concept d'étatisation. Il montre que notre identité elle-même, puisqu'on a un nom propre, d'où il vient ce nom propre, hein, d'où il vient enfin, la transmission du code civil par le père, etc. Enfin, toute une série de facteurs, soit la nationalité, le genre, etc., même l'identité civile, même la logique des prénoms, qui se fixent seulement au XVIe siècle, au XVIIe siècle, hein, c'est relativement récent, sont le produit de logiques d'État. Hein. Donc moi, j'analyse l'État aussi comme un fait social, hein, comme présent dans le quotidien des paysans et des classes populaires. Donc effectivement, ça va pouvoir à la fois susciter des formes de résistance, quand il y a un intérêt commun, donc dans les formes de lutte contre l'impôt, par exemple, mais il faut bien voir aussi que c'est une segmentation. Il y a une segmentation. La force de l'État, c'est que l'État, c'est un pouvoir à distance. J'insiste beaucoup sur ces questions de pouvoir à distance parce qu'on oublie l'importance que ça a. Donc l'État a toujours... Le pouvoir d'État, le roi par exemple, il a la possibilité de faire intervenir l'armée. Donc il déplace une armée qui est sur le front de la Flandre, par exemple. Ben, il peut les déplacer dans le sud pour... triompher des révoltes. Alors que les révoltés, eux, ils sont segmentés toujours. C'est des révoltes localisées, parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir à distance. Ils n'ont que des liens d'interconnaissance. La parole, ou les gens qui circulent, qui diffusent des informations, ou parfois certains maîtrisent un peu l'écriture, mais jamais. Ils n'ont la possibilité de mobiliser des forces aussi vastes que les dominants. C'est seulement lorsque le peuple va apprendre à lire et à écrire, lorsqu'il va maîtriser la culture écrite, qu'il va avoir ses propres journaux, donc ça nous transpose au XVIIIe, voire surtout à partir du XIXe siècle, que là, les choses vont évoluer. Mais avant, voilà, toutes les révoltes populaires échouent parce que le pouvoir d'État détient une force, une capacité d'intervenir à distance pour mater ceux qui se révoltent. Donc il y a cette segmentation. L'autre aspect, c'est que diviser pour régner.
C'est-à-dire le pouvoir d'État a toujours mille et une ressources pour diviser les gens qui auraient intérêt à lutter en commun. Je le montre même pour l'Empire colonial, même aux Antilles, etc. Comment, ce qui n'est pas forcément souvent souligné non plus, mais il y a des formes de lutte solidaire entre les petits colons, ceux qu'on appelait les 36 sous, qui étaient quasiment des esclaves, hein, qui venaient c'était des indigents, des paysans qui venaient des campagnes de France, qu'on envoie là-bas, etc. Et il y a des moments de solidarité avec les esclaves africains. Et donc les gros colons, ils essayent de casser ça. Et toute la logique de catégorisation de la couleur de peau, c'est aussi une conséquence pour diviser les classes populaires. Pour moi, l'esclavage, la colonisation, c'est une dimension de l'histoire populaire. Oui. J'insiste là-dessus. Donc cette segmentation que vous décrivez rend d'autant plus non évidente l'idée qu'il pourrait y avoir une identité collective. Eh ben voilà. Mais pourtant, il y en a bien une qui s'est construite, notamment en construisant aussi l'idée de l'étranger, ou de l'immigré, ou de l'ennemi. Voilà. Alors ça nous transpose quand même déjà au 19e siècle. Hein, parce que même dans la question migratoire, par exemple, et il faut bien voir que les migrations, c'est une dimension constitutive de l'histoire populaire. Quelle que soit l'époque où on se place, même à l'époque de nos ancêtres les Gaulois, ou même avant, etc., la migration, elle est constamment présente. Hein. Donc on a dans nos manuels classiques, on a des moments où la migration, c'est les barbares, l'invasion des barbares, etc. Enfin, il y a tous des schémas comme ça qui sont évidemment de la mythologie, quoi. Mais dans la réalité, les processus migratoires sont constants, ils sont visibles ou invisibles, mais ils existent. Mais jusqu'au 19e siècle, ce qui est très important, parce que la migration, ça implique toujours aussi un clivage entre eux et nous, toujours. Il n'y a jamais de période de fraternité universelle, jamais. Hein. Mais le eux et nous évolue au cours du temps. Et jusqu'au 19e siècle, c'est surtout le nous, habitants des villes, contre eux, habitants des campagnes. C'est le clivage ville-campagne. C'est des technologies que les habitants des villes ont inventées, qui sont aujourd'hui reproduites au niveau des États. Les papiers, l'identification, etc. Les premières formes se mettent en place dans les villes pour empêcher les vagabonds, pendant les périodes de crise ou de misère, de frapper à la porte des villes, de revendiquer un peu d'aide sociale, etc. Donc c'est très important. La grande hantise, y compris à l'époque de Napoléon III, Napoléon III et toutes les élites de cette époque-là considéraient que la France était un pays de révolution parce qu'il y avait trop de migrants qui allaient à Paris. C'est la thématique centrale, et parce qu'ils disent, regardez, 1789 déjà, c'était tous ces paysans des provinces qui étaient venus à Paris, 1848, alors n'en parlons pas, etc. Donc, il faut fixer les paysans dans les campagnes. Et c'est ce que j'explique dans un des chapitres, le compromis de classe de Napoléon III, qui va être très populaire dans les campagnes, au fond, c'est qu'il installe des usines à la campagne. C'est un peu paradoxal. C'est pas Alphonse Allais, les villes à la campagne. Là, c'est les usines à la campagne. Et donc, du coup, ça stabilise la paysannerie. La paysannerie française ne va pas connaître l'exode rural qui va se produire au même moment en Angleterre, avec un déracinement massif. Et la conséquence de ça, on la vit presque encore aujourd'hui, c'est que lorsque la révolution industrielle va éclater en France à la fin du 19e, on manque d'ouvriers, d'où le recours massif à l'immigration. C'est une conséquence des résistances populaires et notamment paysannes. Et alors là, effectivement, avec la Troisième République, on bascule. Là, la Troisième République intègre les paysans et les ouvriers au sein de l'État-nation, et du coup, on déplace tout ce logiciel du eux et nous lié à la migration aux frontières. Et c'est là que la question de l'étranger, mais aussi de l'indigène, des colonies, etc., va se poser, et que ce clivage va désormais... On entre dans la période moderne, la période d'aujourd'hui, où c'est la frontière qui devient déterminante pour distinguer eux et nous. D'accord. Et alors, donc, on a parlé de peuple, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, de peuple, mais on n'a pas parlé encore de citoyenneté, donc, qui vient avec la Révolution française. Voilà. Donc, sur quelle base s'invente la citoyenneté, qui n'est pas tout à fait la même chose que la nationalité ? Oui. Voilà, alors là on entre peut-être sur les points peut-être un peu les plus compliqués de mon travail, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai essayé donc de le présenter d'une manière assez simple, mais c'est pas forcément simple. Si vous voulez, il faut bien voir qu'il y a une originalité française dans la conception de la citoyenneté. La citoyenneté au sens français, au sens républicain français, c'est pas la citizenship en anglo-saxon. La citoyenneté, ça désigne l'appartenance à l'État, mais ça désigne surtout la contribution à la vie de l'État. Le citoyen
c'est celui qui participe à la vie de l'État. Ça, c'est la définition qu'on trouve chez Rousseau dans le contrat social et qui, pendant longtemps, a exclu les femmes, par exemple, hein, ou les mineurs, etc. Bon. Donc ça, c'est la conception jacobine, on pourrait dire, de la citoyenneté. Et elle est fondée sur un principe sur lequel j'insiste, c'est un principe d'identité. Le principe d'identité, mais d'identité politique au départ. Attention, c'est très important d'ajouter ça. Un principe d'identité politique, ça veut dire que tout gouverné peut être gouvernant. Tout représenté peut être représentant et vice-versa. Ça veut dire que tout citoyen français peut être un jour président de la République. Hein, et inversement, tout citoyen détient une parcelle de la souveraineté de la nation. Ça, c'est un principe très important dans la conception unitaire de la nation française. Oui. Et ce principe, il a évidemment, je dirais, le revers de la médaille, c'est la loyauté, le critère de la loyauté. On est citoyen si on est donc loyal à la nation, puisqu'on détient une parcelle de la souveraineté. Donc, le mauvais citoyen, c'est le traître. Et ça, on le voit dès la Révolution française apparaître, hein, où il y a une période où des gens comme Anacarsis Claude sont naturalisés, ou Thomas Paine, il est même élu hein, à la Convention, etc., parce que ce n'est pas sa nationalité qui compte, il est américain, mais il est loyal, puisqu'il est fidèle à la Révolution, il adopte les principes de la Révolution française, etc. Mais après, ça se retourne et les étrangers sont stigmatisés, montrés du doigt, etc. Alors, ce qui se passe sous la Troisième République, c'est là que le concept de nationalité s'impose en France, hein, et qui se distingue de la citoyenneté, mais articulé. Les deux sont articulés. La nationalité implique la citoyenneté, mais elle ajoute quelque chose. C'est-à-dire il faut avoir une identité, mais culturelle. C'est-à-dire le principe de l'identité politique se combine avec une identité culturelle. C'est-à-dire, dès que vous venez d'un autre pays, vous êtes considéré comme le ressortissant d'une autre nation, donc vous êtes potentiellement suspect. Ce n'est plus simplement votre volonté qui compte, mais votre origine. À quoi on le voit qu'il y a cette composante culturelle qui arrive ? Ah ben on le voit dans les débats sur la première grande loi sur la nationalité française. C'est la loi de 1889, qui est un tournant majeur. La loi de 1889, elle est en gestation pendant 7 ou 8 ans. Et tous les républicains, c'est très très passionnant, hein, parce que c'est le laboratoire de notre modernité qui se met en place à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il y a cette loi qui, par exemple, implique que les nouveaux naturalisés, on l'oublie souvent quand on présente cette loi comme une loi généreuse, c'est que les nouveaux naturalisés sont exclus du droit d'être représentés pendant 10 ans. Il faut faire un stage. Ils n'ont pas le droit d'être représentés. Ils n'ont pas le droit d'être élus, d'être députés, etc. Voilà. Parce que on dit, ils ne peuvent pas représenter la nation. Pourquoi ne peuvent-ils pas représenter la nation ? Parce qu'ils viennent d'un autre pays et ils peuvent peut-être encore avoir une loyauté à l'égard de leur ancien pays. L'autre critère qu'on trouve dans les débats républicains sur vote 89, c'est la question de la race. Le mot figure dans les débats. Hein, où certains disent, oui, il faut avoir une proximité de race avec la race française. Donc on voit que déjà la question coloniale est présente là-dedans. Donc tout le registre de ce qui va se développer par la suite jusqu'aujourd'hui est déjà présent à ce moment-là. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de nationalité française qui combine donc un principe d'identité politique et un principe d'identité culturelle. Et tout le débat sur le communautarisme, etc., il est déjà là. À l'époque, on ne parle pas de communautarisme, on dit nation dans la nation. Et ce n'est pas à propos des Algériens ou des musulmans, c'est à propos des Italiens. C'est le premier débat, il naît avec les Italiens, parce qu'en 1881, vous avez des immigrés italiens qui ont sifflé la Marseillaise. Hein, donc vous voyez que ce n'est pas nouveau, tous ces débats-là. Et donc on se dit, comment ? C'est à Marseille que ça se passe. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là et ils continuent à siffler la Marseillaise. Il y a un truc qui ne va pas. Donc on va trouver des solutions pour les obliger, pour les franciser. Et tout le débat, à partir de ce moment-là, se noue et se perpétue. Parce qu'une fois qu'on met le doigt là-dedans, on n'en sort jamais. Vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui n'est pas conforme à la définition. Donc voilà. Oui, parce qu'on peut souvent se dire, pour aller vite, que la nation à la française, c'est plutôt sympa, parce qu'en fait, c'est basé sur le droit du sol, alors que quand on compare à la nationalité allemande, c'est plus le droit du sang, plus ethnique, plus culturel. Et
on fait cette dichotomie. En fait, c'est complètement simpliste. Bon, en tant qu'historien, j'essaie de ne pas Oui. prononcer de jugement de valeur, donc dire que c'est sympa, c'est pas sympa, mais plutôt de comprendre Oui, enfin plus citoyen. En tout cas, oui, plus proche l'idée que ce ne soit des pas droits de l'homme, ethnique, mais citoyen, et que oui. donc plus défendable comme conception Oui, de la nation. là, il y a quand même une certaine Ouais. dose de nationalisme historiographique aussi, hein, parce que, voilà, il faut voir ça que, en fait, c'est des logiques d'État. Et donc, comme la France est un pays d'immigration, ils avaient intérêt à introduire du droit du sol. D'accord. Voilà, donc il y a une combinaison entre le droit du sang et le droit du sol en France. Ouais. Hein. Donc, alors que les Allemands, c'est un pays d'émigration, comme l'Italie d'ailleurs, Ouais. et donc eux, ils ont plutôt un. J'aime pas trop l'expression droit du sang parce que tout de suite Ouais. on imagine des trucs, mais donc où c'est la filiation par le fait. Ouais. Mais on va vers des systèmes mixtes aujourd'hui, y compris en Allemagne, comme vous le savez, etc. Mais donc voilà, je pense que il y a quand même, je veux pas nier qu'il y ait eu en France, faut quand même pas exagérer, mais les valeurs de la bourgeoisie progressiste, de la Révolution française ont quand même été pris en compte dans Oui. une certaine tradition d'ouverture, notamment par rapport au droit d'asile, hein, où on voit très tôt, Victor Hugo, etc., les intellectuels s'engagent, et ça a aussi des effets, au moins sur... Parce qu'il n'y a jamais de vision unanime, hein, donc au moins sur les enjeux de lutte, il y a des forces progressistes suffisamment puissantes, qui vont d'ailleurs se révéler au moment de l'affaire Dreyfus, qui vont effectivement contribuer à ouvrir un peu le schéma. Mais le pouvoir d'État, ou ce qu'on appelle les intérêts de l'État, ils sont très très puissants en France. Et le droit du sol, c'est une manière d'annexer des populations qui ne voulaient pas devenir françaises. Ça a été le cas, hein, avec les Italiens notamment. Parce qu'avant la loi de 1889, les étrangers pouvaient toujours récuser la nationalité française pour ne pas faire leur service militaire. Et 90% d'entre eux le faisaient. Hein. Je précise, quand on nous parle de ceux d'avant, ils voulaient tous faire la guerre pour la France, oui, d'accord, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que ça ne les enchantait pas non plus. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on a cassé en obligeant les enfants nés en France, de parents eux-mêmes nés en France, d'être français à la naissance. Ah ouais. C'est pas que sympa. Non. C'est les intérêts de l'État, supérieurs de l'État, comme on dit. Alors, bon, c'est une de mes marottes, c'est l'Europe, donc je voudrais avoir un peu votre avis sur ça, vu que vous avez autant étudié de près la construction d'une citoyenneté, d'une nationalité à l'échelle de la France. Beaucoup rêvent encore de faire la même chose ou une variante sur l'Europe. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez les germes d'une citoyenneté européenne, d'une nationalité européenne, ou est-ce que ça paraît complètement abstrait? Du point de vue des classes populaires, puisque ça a été mon fil conducteur, là, je dois dire, on est plutôt en régression par rapport au 19e siècle que l'inverse. Vous savez comment Marx et Engels ont terminé le manifeste du Parti communiste. Hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ils ont fondé la première internationale. Ensuite, on a eu la deuxième internationale, puis la troisième internationale. Le mouvement ouvrier était en avance sur le capital, on peut dire sur le capitalisme au XIXe siècle. Et puis le problème, c'est que les mouvements ouvriers se sont structurés à l'intérieur des États-nations, sont devenus une des composantes. Le droit social, il a été un droit national. Et donc on a vu ces contradictions exploser au début de la guerre de 14-18, ou avec l'Union sacrée. Alors que les partis socialistes avaient dit on va faire une fraternité, eh bien non, et Jaurès l'a payé de sa vie puisqu'il a été assassiné la veille de la guerre 14. Donc là non, moi je crois que ce que Marx avait sous-estimé, c'est la force de l'État national. Ça, parce qu'il était un peu avant ça, il a écrit avant la grande structuration dont je parlais de la fin du 19e siècle. Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on arrive dans une nouvelle phase qui va être le dépassement des États-nations. Ceci dit, je suis quand même assez sceptique, je le dirais franchement. Ceux qui ont cru, quand l'Europe a été, vous voyez, la grande époque de la construction européenne, on va faire les États-Unis d'Europe. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que les États-Unis d'Amérique, ils étaient construits au XVIIIe siècle, enfin, c'est à partir d'une ossature qui date du XVIIIe siècle. Alors que voilà, à un moment où l'État-nation, ce que j'appelle moi la nationalisation des sociétés, ne s'était pas encore produite. Alors que le contexte actuel, c'est des sociétés qui sont puissamment et profondément nationalisées. Et on le voit bien aujourd'hui avec les réflexes populistes, avec le succès qu'ont les partis populistes qui surfent là-dessus. Donc c'est très compliqué. Ouais. Oui, parce que certains, je lisais le livre de Bertrand Badi, par exemple, son dernier livre, j'ai oublié son titre, mais sa thèse, c'est que les notions de nation, de souveraineté, de puissance nationale sont caduques.
avec la mondialisation, avec l'Europe, mais avec ça, les c'est- problèmes migratoires, les problèmes Ouais. de réchauffement climatique, ça serait, on rentrerait vraiment dans une nouvelle ère. Bah, je veux dire, bon, c'est pas, ça fait 30 ans que moi qu'on m'oppose ça. Bon, je veux Mm. bien, mais quand on voit les résultats Ouais, oui. aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être, il y a des tendances. Effectivement, on peut dire il y a des tendances. Qui irait nier qu'il y a une tendance à la globalisation? Qui irait nier effectivement le réchauffement climatique, etc. Qui irait nier la mondialisation du capitalisme? Quoique Marx en parlait déjà pour le 19e siècle. Bon, enfin bon. Mais les peuples dans tout ça. Hein, où ils sont. Je veux dire, il ne faut pas qu'on confonde son propre milieu social, qui est aujourd'hui la Jet Society, bon, ben, elle se développe, effectivement. Il y a une européanisation des élites, il y a un certain nombre de choses, on sait, qui dépendent aujourd'hui de Bruxelles, etc. Mais ce n'est pas pour ça que la souveraineté des États a disparu. Non, pas du tout. Elle s'adapte, mais elle résiste, et on voit le retour de bâton de ceux qui n'ont pas pris au sérieux tout ça. C'est pour ça que si on ne peut pas comprendre Trump non plus aux États-Unis, c'est une faillite, moi je le dis aussi, et par rapport à mes certains collègues, vous savez, bon, moi je connais bien le monde américain, j'ai moi-même été à Princeton, etc., mais j'étais quand même assez effaré de voir l'enfermement de cette élite intelligentsia par rapport aux réalités populaires, hein, je vais dire. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour remettre l'accent là-dessus, en disant attention, ne confondez pas votre petit univers avec tout ce qu'il y a de généreux, de positif, de formidable, hein, parce que c'est là qu'on trouve aussi les ressources pour la lutte pour les droits de l'homme, dont il faut continuer, mais de là, vous voyez, le problème, c'est que il y a aussi une tendance à dire, regardez ces cons, ces beaufs qui votent Front National, etc. Ben oui, mais s'ils sont majoritaires, c'est eux qui empochent la mise au niveau de la souveraineté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours être là sur le bord de la touche en disant bah, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont etc. Non. Donc c'est ça, moi, qui me préoccupe d'un point de vue politique, c'est quand même de rester en phase avec ces classes populaires. Il ne faut pas non plus exagérer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est le fait que les ouvriers ne votent plus. Hein. Ce n'est pas le fait qu'ils votent Front National. Premier parti ouvrier, c'est l'abstention. Bon. Parce que voilà, c'est surtout ça c'est la démobilisation politique. Alors ça, on touche à un autre point, qui est le fait que la politique, aujourd'hui, n'arrive plus à séduire les classes populaires comme elle pouvait le faire du temps du Parti communiste, quand le Parti communiste était à son paroxysme. Je trouve qu'il y a un autre indicateur, là on revient à cette question de l'impôt, comme quoi c'est vraiment en fait fondamental, c'est que un autre indicateur du fait que cette Europe politique est loin d'exister, c'est que c'est impossible d'imaginer que l'Allemagne paye pour la Grèce dans des transferts fiscaux automatiques, comme l'Île-de-France paye pour le Limousin dans des transferts fiscaux automatiques où on n'y réfléchit même pas, c'est même pas, c'est de la solidarité, mais voilà, invisible. Invisible, oui, parce qu'on l'a intériorisé depuis longtemps. On n'y pense même pas. Voilà. C'est ça. C'est là qu'une souveraineté européenne, on voit que ça n'existe pas. En plus, où on voit les GAFA, comme on dit, qui jouent sur les concurrences, avec les dumpings fiscaux, enfin, etc. Ils jouent donc sur toutes les failles d'une Europe qui ne s'est pas construite comme un État. Donc ces principes, c'est là que l'histoire peut aider, c'est que les principes qui ont abouti à la construction d'un État souverain, aujourd'hui ne sont pas étendus à l'échelle de l'Europe. Donc c'est une fiction de croire qu'on va faire une Europe comme ça, uniquement avec les financiers ou même avec la culture, etc., s'il n'y a pas les infrastructures étatiques derrière. Alors parlons un peu plus de l'immigration, puisque c'est vraiment votre grande spécialité, votre grand livre, Le Creuset français, Histoire de l'immigration en France, est un classique en la matière. Vous avez contribué aussi à fonder la Cité de l'immigration. Oui. Donc j'ai démissionné en 2007, quand M. Sarkozy a créé le ministère de l'Identité nationale. Voilà. Et donc, on en a déjà parlé, mais on va approfondir un peu le rôle de l'immigration dans la fabrication du peuple français. Alors oui, pour moi, c'est tout à fait essentiel. Hein, c'est une composante. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'apporter dans ce livre, c'est montrer que ce qu'on appelle le peuple français, il faut tenir compte de l'ensemble de ses composantes. C'est pour ça aussi que la question coloniale, je l'intègre dedans comme une dimension de la construction du peuple français. Hein. Donc pareil pour l'immigration. Et donc, alors l'immigration, au sens moderne actuel du terme, elle apparaît à la fin du XIXe siècle. Le mot, d'ailleurs, s'impose dans la langue française seulement à ce moment-là. Hein. C'est donc, l'immigration se définit à partir de deux critères, le déplacement dans l'espace, mais aussi le franchissement d'une frontière.
Donc si on tient compte de ces deux critères-là, effectivement, l'immigration en France a joué un rôle tout à fait décisif, puisque en 1930, je l'avais déjà écrit dans mes précédents livres, mais la France est le premier pays au monde pour le taux d'immigration, devant les États-Unis. C'est pour ça que quand j'ai écrit Le Creuset français, c'est plus vrai aujourd'hui, mais quand j'ai écrit Le Creuset français dans les années 80, on peut dire qu'il y avait plus de Français issus de l'immigration en France qu'aux États-Unis. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde le savait, enfin c'était un Oui. vieux pays d'immigration. En France, personne ne le disait. Ouais. Et moi, je me suis battu. Je profite pour souligner, parce qu'il va y avoir, peut-être vous le savez, France 2 va sortir 4 documentaires en prime time, comme on dit, fin septembre et début octobre, qui s'appellent comment s'appelle le titre je ne sais plus le titre exactement, mais qui sont un peu une mise en image de Creuset français, par exemple, sur les contributions de l'immigration à l'histoire de France. Donc on voit qu'il a fallu 30 ans pour que ça arrive dans l'échelle publique, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, il y avait une incrédulité. Les gens ne voulaient pas croire. L'immigration, pour eux, c'était les Algériens, c'était les dernières vagues, etc. Mais il y avait un refoulé quand même du passé. Maintenant, c'est admis. Mais maintenant, c'est autre chose. Le débat, c'est les Européens ou non-Européens, enfin, etc. Mais donc, il y a effectivement... la France a été, oui, et est encore un pays d'immigration, et la nation française s'est constituée grâce à ces diverses immigrations. Quelles ont été les périodes où il y a eu le plus Les grandes périodes, c'est des d'immigration ? périodes de forte activité économique. À chaque fois, c'est lié à l'industrialisation. Donc, il y a la fin du Second Empire, début de la Troisième République. Ensuite, il y a les années 20. Et ensuite, il y a les Trente Glorieuses. Mais à chaque fois, ces périodes d'accueil ont été suivies, à l'inverse, de périodes de rejet, montée de la xénophobie, etc., etc. Donc on a une symétrie, sauf que aujourd'hui, les choses ont un peu changé parce que on est dans une période de stagnation durable, c'est-à-dire avec un chômage permanent depuis les années 80, un arrêt de l'immigration dans le cas français, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, on est aujourd'hui dans une période où la France, au niveau de l'immigration, est revenue quasiment à une situation d'avant le Second Empire. Depuis le Second Empire, on n'avait jamais eu aussi peu d'immigration. La France, je crois, est au 20e rang européen aujourd'hui pour le taux d'étrangers. Oui. Donc on n'est plus... On n'a jamais aussi peu d'étrangers. Oui, aussi peu. Donc les problèmes dont on nous parle, c'est des problèmes sociaux, des problèmes de jeunes Français, des classes populaires. Bon, mais pourquoi on va les étiqueter issus de l'immigration ? Je veux dire, ça commence où, ça s'arrête où, etc., etc. Je suis constamment bataillé contre ça, parce qu'il y a eu un rôle là des représentations, du langage, qui est extrêmement important. Et c'est ce que je dis dans mon livre, que je combats, c'est aussi la logique identitaire, c'est-à-dire l'accent qui est mis sur des logiques identitaires, où on privilégie l'origine des gens sur leur position sociale. Oui, il y a plein de choses là dont vous parlez que je voudrais essayer de développer. Par où commencer ? Bon, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire à quand remonte le moment où la figure de l'immigré a commencé à être constituée comme ça en problème politique, médiatique Alors là, comme je le disais un peu tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment les années 1880. Tout s'invente. Les années 1880, c'est assez fascinant. C'est des périodes sur lesquelles j'ai plus travaillé, mais parce que ça m'a fasciné. Je dirais que le vocabulaire s'invente, comme je l'ai dit, le mot immigration entre dans le vocabulaire. Le langage aussi qui définit les individus par leur nationalité et non plus par leur classe sociale. Avant, il y avait déjà des violences entre ouvriers, mais c'était classe laborieuse, classe dangereuse. On n'allait pas voir s'ils étaient italiens, pas italiens, polonais ou je ne sais pas quoi. À partir des années 80, étiquetage national. Donc c'est des clivages, on dit c'est des Français contre des Italiens. Et tous les débats visant à dire mais on ne sait pas combien il y en a, les clandestins, mais ils ne s'intègrent pas, on disait assimilés à l'époque, on les voit apparaître au même moment. Il y a donc vraiment une matrice, moi je dis c'est une matrice. Et cette matrice, elle existe encore aujourd'hui, mais elle est nourrie à chaque fois par l'actualité. C'est-à-dire évidemment les transformations de la société. Alors à la fin 19e, c'est surtout les Italiens, les Allemands, parce que la France, l'Italie et l'Allemagne sont dans la tripliste, donc des ennemis de la France. Il y a le président de la République française, vous savez, en 1894, qui est assassiné par un anarchiste italien. Donc évidemment, voilà. Après, il y a l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus, c'est l'antisémitisme, mais Dreyfus était étiqueté comme juif allemand. Il ne faut pas oublier ce côté-là, national aussi. Voilà, donc on a cette matrice, elle se reproduit dans les années 30, enfin voilà, et on la retrouve encore aujourd'hui avec tout le débat. C'est donc très récurrent. Moi, ce qui me frappe, c'est la répétitivité de tout ça.
Est-ce que vous comprenez quand même les Français qui, en cette période de crise, où beaucoup sont au chômage, se disent peut-être la première solution, c'est de renvoyer chez eux ceux qui ne sont pas de chez nous? Je les comprends pas, enfin, je ne suis pas d'accord, mais je ne crois pas que ce soit tellement les ouvriers qui le disent, ou alors ils se sont trompés. Je veux dire, le fait de renvoyer 2 millions d'immigrés chez eux et de faire croire que ça rapportera 2 millions d'emplois, c'est une idée complètement fausse, archi fausse. Et ça, on peut le démontrer très simplement avec des statistiques et en voyant simplement au niveau, par exemple, des usines automobiles, le fait de renvoyer des travailleurs immigrés qui travaillent sur les chaînes ne fera pas donner du travail aux Français. Et c'est tout ce que... Est-ce que vous croyez pas que vos petits-enfants n'auront plus le genre de problème que vous avez? Ben, on se bat pour ça. Oui, il y a beaucoup de points en commun. Vous avez cherché à montrer qu'il y avait beaucoup de points en commun entre la manière dont les Italiens avaient pu être oui, c'est ça, subir le racisme oui, et oui, voilà. Alors il y a aussi des différences, les Arabes on va pas entrer dans les aujourd'hui. détails, mais globalement c'est la même matrice. C'est la matrice du eux et nous. Et le eux nous menace. Et on ne peut pas les intégrer à cause de Voilà, leur on ne peut culture, pas les de leur intégrer, ils religion. sont une menace pour alors, telle ou telle raison. Mais même les Arméniens, j'ai trouvé des textes, je le cite dans mon livre, où on dit que les Arméniens ne peuvent pas s'intégrer parce que leur religion grégorienne s'oppose à la nôtre. Donc il y a voilà, c'est une matrice, comprenez, on peut l'alimenter, on peut dire n'importe quoi. À partir de tout ça, il suffit qu'il y ait un fait divers, un crime, un attentat, etc. Aussitôt on généralise, et donc voilà. Et c'est aussi la même, je dirais, le côté répétitif, c'est dans le comportement des élites. Ah oui. Voilà, c'est pas simplement. Il y a le rôle des faits divers, j'analyse ça, c'est-à-dire le rôle de la presse qui pointe les faits divers parce que ça fait vendre. Donc, quand il y a un crime d'un Italien à l'époque, il y a le couteau dans le dos, etc. Enfin, voilà, ça fait vendre. Et puis les élites qui ne vont jamais sur le terrain, hein, mais qui depuis Paris vont interpréter les choses, font des commentaires qui s'inscrivent dans le logiciel républicain dont je parlais tout à l'heure, le logiciel identitaire. Donc voilà, on commente. Alors quand il y a l'affaire ce qui se passe à Marseille dont je parlais tout à l'heure, avec les Italiens qui ont sifflé la Marseillaise, ça fait 3 morts, hein, la rixe qui s'ensuit. Hop, c'est commenté à Paris en disant c'est la preuve qu'ils ne sont pas assimilés. Alors il y a une enquête du préfet qui montre qu'il n'y a aucun problème, les Italiens sont là depuis longtemps, il y a des mariages mixtes en pagaille, etc., etc. Mais non, on reste sur ce principe-là. Donc ça, c'est vraiment frappant parce que cette élite-là... à l'époque, ils sortent souvent de l'école libre de sciences politiques. Hein. Voilà, elle s'installe, elle tient des rubriques dans la presse. Aujourd'hui, c'est à BFM TV, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Oui. Donc voilà, et les vrais savants, les vrais chercheurs, je pense à Durkheim ou à d'autres, qui dès cette époque essayent de déconstruire tout ça, ils sont en marge et ils n'ont pas accès à tout ça. Et parmi ces élites responsables, vous pointez aussi le rôle de François Mitterrand, ou en tout cas de la gauche. Oui, alors voilà, alors Mitterrand. ça, on arrive à la démission de la gauche, pour moi, hein, ça a été le début des années 80, quand je dirais la gauche de gouvernement, il faut être précis, mais donc quand le Parti Socialiste, Mitterrand gagne les élections en 81, il se lance entre 80 et 83 dans une politique de gauche, vraiment keynésienne, comme on veut dire, et puis il se heurte à un mur. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Il y a de vrais obstacles, de vraies difficultés qui sont liées à la financiarisation du capitalisme, etc. Mais la solution de repli, c'est de faire dans l'identitaire. Et donc, les travailleurs immigrés qui sont en grève au même moment, les OS pour l'égalité des droits, hop, on les met de côté. Mauroy dit qu'ils sont téléguidés par l'ayatollah Khomeini. Vraiment, c'est quand même incroyable. Et du coup, en 83, on bascule et on passe à la deuxième génération. On abandonne l'usine et on va dans les quartiers. Et les beurs, on invente ce terme incroyable quand même dans un vocabulaire républicain qui désigne une catégorie de Français par leur origine. Hein. Et alors, évidemment, le conflit droite-gauche se repositionne à ce niveau-là. La gauche, c'est les bons beurs, c'est ceux de Canal+, hein, ou alors qui font du théâtre, de la littérature, etc. Et puis, il y a les mauvais beurs, c'est ceux du Figaro. Hein, c'est Libération contre le Figaro. Libération valorise Black Blanc Beurre, et le Figaro pointe les terroristes, les délinquants, etc., etc. Et cette bataille identitaire, c'est évidemment la droite qui va la gagner, liée aussi au contexte international. Et la gauche va se replier après sur le registre de la laïcité, etc. Voilà. Et moi, je pense que la gauche a scié la branche sur laquelle elle était dès le début des années 80. On ne peut pas s'étonner de voir ce qui s'est produit au Parti socialiste très récemment. La disparition du Parti socialiste, pour moi, c'est lié à l'abandon des classes populaires. Et je veux dire, insister là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. à comprendre que si on ne revient pas de ce côté-là,
Il ne faut pas se faire d'illusions. Les logiques identitaires, elles servent toujours les forces conservatrices. C'est ce que je montre constamment dans ce livre, même à l'époque de Louis XIV. Je donne des exemples par rapport à ça. Voilà. C'est ce que vous appelez donc la politisation des origines. Voilà, oui, la politisation des origines, c'est ça. Et vous donnez un exemple qui est très parlant, c'est vous comparez les grandes grèves insurrectionnelles de 1947-1948 avec les émeutes de 2005. Voilà, oui, parce que c'est des choses très proches finalement, sauf que les grèves de 47-48, elles se passent dans les usines, dans les mines, et que les émeutes de 2005, elles se passent dans les quartiers. Mais au niveau, si on qualifie les individus, les jeunes qui sont impliqués dans ces luttes, c'est des enfants d'immigrés. Oui, dans les deux cas. Dans les deux cas. Ouais. Parce que les plus virulents, les plus engagés au sein du PC à l'époque, etc., ce sont des enfants d'Italiens, de Polonais, etc. C'est eux qui sont au cœur du prolétariat, mais ils ne sont jamais désignés comme ça. Ils ne sont jamais désignés. Ils sont désignés à l'époque par tous les journaux, etc., par leur appartenance sociale. Alors qu'en 2005, on ne voit que leur origine. On ne les voit plus par rapport à l'appartenance sociale. Donc on voit bien comment ce changement de regard influe aussi sur l'identité des personnes, et même l'identité que les individus se donnent d'eux-mêmes. Oui. Hein, moi, j'étais frappé, puisque j'ai commencé mes recherches en Lorraine, hein, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain, etc. Quand j'interviewais des enfants de l'immigration italienne, des deuxième génération, ils se définissaient presque tous comme fils, comme sidérurgistes lorrains. Ils avaient d'ailleurs ceux qui avaient l'accent lorrain le plus prononcé, etc. Donc on voit bien qu'ils avaient intériorisé aussi cette identité sociale, alors qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un déplacement. C'est pour ça que je dis le populaire, il est aussi le produit du regard que les dominants portent sur les dominés. Il faut toujours tenir compte de ça. Mais je pense que, si on veut être un peu plus optimiste, dans les associations antiracistes, qui, c'est vrai, mettent surtout l'accent sur les populations postcoloniales, ce que vous essayez d'éviter, vous. Mais il y a quand même un... Alors, je pense qu'ils assument, en effet, Ouria Boutelja qui va parler des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Blancs. Je pense qu'elle assumerait, je ne veux pas me tromper, je pense qu'elle assumerait de dire oui, c'est les dominants qui nous ont mis ces étiquettes, maintenant on va s'en servir. Oui, il y a ce discours-là d'aujourd'hui dans certaines composantes qui considèrent la race n'existe pas, mais qu'il faut reprendre le concept de race, même si les races n'existent pas, parce que les gens se définissent comme ça. Bon, voilà. Mais moi, je pense que sur le plan politique, de la stratégie politique, ça conduit à une impasse, parce que si les gens acceptent de se définir par leur couleur de peau, les Noirs et les Arabes seront toujours minoritaires en France. Et ça justifie le Front National qui disent, oui, nous, on va parler au nom des Blancs. Oui. Donc je veux dire, je ne vois pas quelle stratégie politique, sauf si on ne croit pas au suffrage universel. Ça, d'accord. Parce que là, c'est les logiques de révolutionnaires. On crée un État. Une logique révolutionnaire, c'est de dire, nous, Noirs ou Arabes, on crée un État. Et voilà. Autrement, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on prend du point de vue... C'est pour ça que je trouve contradictoire d'assumer la démocratie tout en tenant des discours où les minorités sont complètement... On risque de conforter leur statut de minoritaire. Et les stratégies d'alliance que pensaient quand même les générations précédentes, qui luttaient, y compris, je pense à Sayad, etc., enfin les gens, précédentes générations qui étaient engagés autour de la cause des immigrés, etc., ils avaient une conception politique qui me semblait beaucoup plus réaliste que celle d'aujourd'hui. Alors, quand je parlais d'optimisme, je pensais au fait que ces associations, je pense qu'elles essayent, pour les plus intéressantes d'entre elles, d'articuler la question race et classe. Il y a le concept à la mode d'intersectionnalité qui essaye de combiner tout ça, de montrer que... Oui. Moi, ça me fait un peu rigoler parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la sociologie, ça a été le b.a.-ba de ce qu'on nous a appris à partir de Max Weber, qu'il fallait combiner les critères. Voilà, donc si on les réduit à 3, classe, genre et race, on est plutôt restrictif par rapport à la réalité. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Oui. Alors, vous terminez votre livre sur un chapitre sur Emmanuel Macron, qui se sert, lui, beaucoup d'histoire. Comme dans ses discours idéologiques. C'est quoi la vision macronienne de l'histoire ? Ce que je montre, c'est que, justement, parce que j'ai écrit ce livre au moment où il y a eu ce qui est apparu comme un grand tournant de l'histoire de France, donc j'ai voulu voir si c'était vrai. Et donc son manifeste présidentiel, qui s'appelle Révolution, c'est tout un programme, on pourrait dire. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait une place extrêmement forte de l'histoire, justement. Ça m'a même surpris
Mais alors, l'usage qu'il fait de l'histoire, évidemment, il est assez ahurissant de mon point de vue des classes populaires, parce que les classes populaires n'existent pas chez lui. C'est pas de mauvaise volonté, hein, je crois, mais c'est l'éducation qu'il a eue, le milieu dans lequel il a vécu, mais il pense que la France a toujours été composée d'une classe moyenne supérieure. Hein, de techniciens, d'ingénieurs, d'artistes, etc., etc. Et donc, le mot ouvrier n'est pratiquement jamais prononcé. Je crois que j'ai trouvé une fois dans le livre pour parler des obèses. Hein, bon. Donc, le classe populaire, c'est un fardeau. C'est les pauvres. D'ailleurs, on voit bien encore le plan pauvreté, etc. Ouais. C'est pas une ressource, jamais. Ouais. Donc, c'est pas étonnant qu'ils se heurtent aujourd'hui à un mur, parce que si vous prenez les classes populaires, puis après il y a eu ces fameuses phrases, ces propos, etc., comme un fardeau, une ressource, etc., vous ne pouvez pas comprendre. D'abord, vous ne comprenez pas l'histoire, parce que tout ce que je montre dans ce livre, c'est tout ce que les classes populaires ont apporté au peuple français, à notre histoire, à notre nation, hein, dont les élites ont bien été obligées de tenir compte, même s'ils ne voulaient pas le faire au départ, etc. Donc c'est ça qui m'a frappé dans ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu montrer que sa conception de l'histoire, en gros, eh bien, elle expliquait, elle justifiait son libéralisme, mais que l'avenir que ça nous promettait, il était assez inquiétant. Et j'ai montré que d'ailleurs lui-même ne se faisait pas trop d'illusions, parce qu'il dit à un moment donné, il y a une phrase dans son livre où il dit que le capitalisme va dans le mur, le capitalisme est fou, etc. Mais lui-même n'a pas d'autre solution que de nous encourager à aller dans ce sens-là. Oui, et en effet, l'avenir est assez inquiétant avec toutes les réformes libérales là, qui nous balancent depuis le début de son mandat. Le démantèlement de l'État, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'État, parce que c'est pas nouveau, hein, on le trouve depuis le XVIIIe siècle, l'idée qu'il faut pas, que les gens sont trop protégés, qu'il y a trop d'État, etc., etc. C'est un vieux discours libéral qui se présente toujours comme nouveau, mais qui est vraiment récurrent, auquel les Français ont su résister pendant très longtemps. C'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la France est un des pays où le droit social, la protection sociale est le plus développé. Hein. Les libéraux disent « ah, c'est scandaleux, c'est archaïque, etc. » mais c'est une réalité des luttes sociales. Et donc, on ne peut pas à la fois se présenter, comme fait Macron, comme dans la continuité de l'histoire du peuple français et vouloir démanteler l'État. Moi, ça me paraît contradictoire, parce que le peuple français, c'est une fabrication aussi de l'État, au sens où je donne à ce sens, à ce mot-là. Un État présent dans la vie quotidienne, tissé, fabriqué aussi par les relations entre les différents milieux sociaux. C'est ça, pour moi, l'État. C'est pas quelque chose d'en haut, au-dessus. Hein. Eh bien, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne pensent pas l'État dans ce qu'il est vraiment. Et qu'il faille transformer l'État, enfin, je veux dire, sans doute, enfin, je veux dire, c'est pas être figé sur le Front populaire, etc. Mais il n'y a pas de prise en compte de ça, je trouve. Hein. Et donc, du coup, voilà, c'est un démantèlement, un dénigrement de toutes les professions aussi qui sont dans l'État, depuis l'hôpital public jusqu'aux enseignants, aux policiers, etc. Et donc, on est dans une logique strictement budgétaire qui à mon avis, croire qu'on va séduire aussi les capitalistes en leur baissant leurs impôts, enfin, c'est d'une naïveté. L'histoire ne montre jamais ça. La lutte des classes, ben non, la lutte des classes, c'est une réalité, c'est des rapports de force. Toutes les conquêtes sociales, ce que je montre aussi dans le livre, c'est le produit de rapports de force. Ça n'a jamais été octroyé généreusement par les milliardaires, non. Ils ont toujours de bonnes raisons pour dire, ben non, il faut continuer à être milliardaire. Remarquez, si on était à leur place, on ferait peut-être pareil. Hein, ce n'est pas une question morale. Hein. Voilà. Et dans ce moment de démantèlement ou de tentative de démantèlement de l'État social, il y a une phrase dans votre livre qui peut être source de consolation. Vous dites « Même lorsqu'il est vaincu, le peuple influe toujours sur le cours de l'histoire parce qu'il n'est jamais possible d'effacer complètement la trace de ses combats. » Donc, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant sur le fait qu'on a encore en fait, un État social attaqué, mais qui résiste. Vous pensez à autre chose aussi? On pourrait prendre toutes les grandes luttes, hein, même en remontant à l'Ancien Régime, je dirais qu'à chaque fois, même lorsque les luttes ont été réprimées, il y en est resté quelque chose. Regardez la précocité du suffrage universel masculin en France, 1848, c'est bien le résultat de la Révolution de 48. Ceux grâce auxquels on a eu le suffrage universel masculin en 48, ils se sont fait massacrer en juin 48. Hein, donc on a là une séquence de l'histoire. Mais 68... On sait que c'est De Gaulle qui a gagné les élections en juin 68, mais 68 a donné des transformations extraordinaires qui nous marquent tous dans nos vies quotidiennes aujourd'hui encore. Donc voilà, il y a deux exemples, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Mais donc voilà, il faut toujours se dire que oui, il reste des choses parce que les classes dominantes, les élites, ne sont pas stupides non plus. Enfin, je veux dire, ils écoutent, ils ont une mémoire. Il y a une mémoire aussi. Et donc, du coup, voilà, ils s'adaptent et ils tiennent compte et les choses se modifient. C'est pareil que, prenez le Front populaire, juste avant 1936,
disent, oh là là, les élites, les patrons, oh là, on ne peut pas accorder de congés payés, c'est pas possible, on va faire faillite et tout. Et puis ça se produit, et puis ils s'adaptent, et puis ils se recomposent, et puis les choses se transforment. C'est ça la dialectique du progrès aussi. Donc c'est pour ça que je dis, oui, on a raison de se révolter. C'est le titre de notre conférence gesticulée, mais voilà, je l'assume. Eh ben, terminons sur ces mots. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.